Alexandre Desplat, l'original, mi-mélomane, mi-cinéphile. Il est le plus célèbre compositeur français de musique de film, compositeur attitré de Jacques Audiard, de Wes Anderson, de Roman Polanski, de Stefan Frears. Il sera en concert surtout ce jeudi à 20h et samedi à 17h au Grand Auditorium de Radio France avec l'Orchestre National de France qu'il retrouve après l'enregistrement de la partition du film Valérian de Luc Besson. Alexandre Desplat est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. The Oscar goes to Alexandre Desplat, the Grand Budapest Hotel. And the Oscar goes to Et l'Oscar est attribué Alexandre Desplat. Alexandre Desplat. This is the second Oscar and 9th nomination for Alexandre Desplat. He took home his first Oscar in this category for the Grand Budapest Hotel. Que ce soit dit, 2 fois oscarisé pour le Grand Budapest Hotel et La Forme de l'eau, c'était un préalable presque obligé. Bonjour Alexandre Desplat. Bonjour, merci pour cette petit retour en arrière. C'est toujours agréable de réentendre ça, non ? Oui, la voix de Julie Andros surtout. Vous avez composé plus de 150 bandes originales, c'est beaucoup et c'est très compliqué de faire un choix au milieu de tout ça. On va essayer de comprendre ensemble quelle est d'abord l'empreinte Desplat. Est-ce qu'elle réside pour vous dans une logique constante de renouvellement ? Est-ce que ce ne serait pas ça votre marque de fabrique, ne jamais vous répéter comme une volonté ? Oui, certainement. C'est, je pense, un challenge dès qu'on est dans une démarche artistique. On n'a pas envie de se répéter tellement on a envie d'aller explorer d'autres territoires. Des terra incognita, avec la contrainte évidemment de ce qu'un film peut vous obliger comme choix, mais c'est un... Oui, ce serait idiot si après avoir fait La Jeune fille à la perle, par exemple, j'avais accepté tous les films d'époque qui se passaient au XVIIe siècle, par exemple. On en proposait beaucoup. Donc le fait de pouvoir... rebondir me permet de grandir. Le fait de pouvoir rebondir vous permet de grandir et vous grandissez donc encore et toujours. Il y a quand même des constantes, à commencer par les cordes qui vous sont chères. Musique symphonique, la musique symphonique, elle est globalement votre principale source d'inspiration. C'est de là que vous venez ? Je viens de là, mais c'est un mix de beaucoup de choses. J'ai été très influencé par l'Amérique en général et la musique américaine, parce que mes parents avaient vécu longtemps aux États-Unis. Et donc, enfant, cette musique-là était très présente, que ce soit Broadway, les chansons américaines, la vérité américaine, ce qu'on appelle la vérité américaine, ou la musique de film ou le jazz. Et puis, c'est vrai que mon enfance a été aussi bercée par la musique du monde, parce que ma mère est grecque, et la rencontre avec l'orchestre symphonique s'est fait assez tôt, parce qu'il y avait beaucoup de musique à la maison, et j'entendais ces multiples sonorités que je trouvais tellement magnifiques, de pouvoir entendre une flûte, un corps. D'ailleurs, quand j'imaginais avoir un orchestre idéal entre mes mains, c'était un orchestre symphonique où il y avait tous les timbres, mais auquel j'aurais peut-être mené un orchestre de jazz en plus. Et puis la rencontre avec Solray, ma compagne qui est violoniste, et que je rencontre lors de ma première séance d'enregistrement, donc il y a vraiment très très longtemps. D'ailleurs, j'ai déduit mon premier Oscar quand je reçois l'Oscar pour Grand Budapest, parce que c'est elle qui m'a fait comprendre qu'on pouvait aussi écrire pour les cordes de manière différente. Elle avait un jeu, un son, une sonorité qui m'avait vraiment séduit. Et comme j'étais flûtiste, je n'avais pas encore bien compris cette variété de timbres qu'on pouvait chercher avec un instrument à cordes. Et grâce à elle, j'ai développé ça beaucoup. Et surtout dans les films de Jacques Audiard, certainement. Et avec Frears, avec Roman aussi, avec Polanski, oui. Classique, jazz, musique folklorique, vous puisez dans tout ça, partout, dans tous les genres musicaux, sans sectarisme. Bel exemple d'hybridation, la bande originale du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, sortie en 2014. Il y a donc eu un choix à faire, plus de 150 bandes originales. On le disait, c'est beaucoup. Voici une première sélection.
electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Thin wood blocks. Avec le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson qui vous a valu donc un premier Oscar, Alexandre Desplat. Certains sont faits pour le drame, pour le théâtre, d'autres pour la symphonie et la musique de chambre. Ça, c'est ce que disait Georges Delerue à propos des compositeurs classiques. Vous pourriez définir votre tempérament à vous? Est-ce qu'il est plutôt dramatique? Non, je pense qu'il est plutôt lyrique, parfois épique. Quand l'occasion se présente. Non, je crois que c'est surtout lyrique, je dirais, mais plutôt retenu. J'ai une espèce de pudeur naturelle quand j'écris de la musique. Il m'a fallu du temps d'ailleurs pour pouvoir lâcher un petit peu les chevaux quand j'écrivais de la musique pour orchestre. Et le cinéma américain m'a donné cette possibilité-là, d'ailleurs. Et là, par exemple, dans ce qu'on vient d'entendre, entre La forme de l'eau, Moonrise Kingdom, un héros très discret, The Ghostwriter, Fantastic Mr. Fox, Le voile des illusions, Le Grand Budapest Hotel, à travers ces quelques musiques de films que vous avez composées, est-ce qu'il y a un moment où vous avez dû forcer votre nature? Je crois que la force à chaque fois. C'est un métier très étrange, la musique de film, parce qu'on est au service d'un projet commun, une œuvre collective, et puis il y a toutes ces contraintes de temps, de deadline, aussi d'échanges, de communication avec le metteur en scène. Et quand vous pouvez le convaincre d'utiliser un piano tout seul, ou un quatuor à cordes, ou un quintet à cordes, ou que dans votre orchestre, il y aura, je ne sais pas, dans l'orchestre symphonique, vous supprimerez des sections, ça vous ouvre, en fait, ces contraintes vous ouvrent un champ différent. Ce sont des contraintes positives, je dirais.
Voilà. Donc, pour moi, écrire pour n'importe quelle formation est un plaisir que je m'accorde, en fait. Je choisis, en fait, la formation d'orchestre que j'ai envie d'utiliser. Et je l'enregistre en studio, ce qui est aussi une autre démarche que celle d'écrire de la musique de concert. Parce qu'en studio, on peut changer complètement l'équilibre acoustique qu'on peut avoir dans un concert. Si je veux avoir une flûte qui joue très fort dans un micro, c'est possible. À l'orchestre, évidemment, ce n'est pas possible. Mais vous travaillez comment? Plutôt solitaire? Vous préparez d'abord? Vous imaginez? Complètement solitaire. Et puis, je rencontre le metteur en scène dans mon studio, et que ce soit ici ou à Los Angeles. Et puis, ensemble... on décide des endroits musicaux. Je lui fais écouter sur des maquettes très très précises, préorchestrées électronique, ce que sera la musique. Et puis à un moment, je pars en studio l'enregistrer avec lui. Voilà. Et vous faites comme Michel Legrand le racontait, plusieurs jets, plusieurs tentatives. Bien sûr. Beaucoup. Et après, avec le plaisir au final d'en sélectionner quelques-unes, avec l'idée aussi que plus il y a de contraintes, plus on est libre comme compositeur aussi. Évidemment. Moi, je n'ai pas peur de chercher jusqu'à ce que je sente que la musique est devenue vraiment l'image. Elle n'est plus seulement la musique, elle est dans le film. Et quand je sens que ça y est, j'ai atteint ce point, je peux choisir ces musiques-là avec le metteur en scène. En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est un langage presque la musique, avec des phrases qui peuvent être soit très courtes, soit des longs discours. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de penser que les premières musiques de films remontent au cinéma muet. Pour vous, la musique peut créer son propre film ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, je ne peux pas mettre, pardon. Ah non, je vous en prie. Reprenez-moi. Non, je ne reprends pas simplement. En fait, là, je ne pense pas comme ça. Je regarde un film, j'écoute les acteurs et les actrices, je regarde la photographie, comment la lumière vient attraper notre rétine, comment la caméra se déplace. Mon travail, c'est ça, c'est comprendre le langage du metteur en scène. C'est pas d'écrire de la musique, c'est de comprendre le langage du metteur en scène. Alors, c'est très bien, je sais écrire de la musique aujourd'hui parce que je l'ai appris à force d'écrire et à force d'entendre ce que j'avais écrit, mais c'est ce contact-là avec l'image qui est important. Si j'écrivais une musique qui ne fonctionnait pas avec l'image, je n'aurais pas écrit toutes ces musiques de film. Mais est-ce à dire pour autant que la musique ne peut plus se passer d'image? En fait, est-ce que la musique de film pourrait aussi se regarder sans image, pas simplement s'écouter? Est-ce qu'elle est là simplement pour produire du sens, des émotions, ou est-ce qu'elle est aussi là pour produire des images? Ça, c'est libre à chacun d'interpréter la musique comme il l'entend. Je me souviens quand j'étais enfant, en cours d'éducation musicale à l'école, on nous faisait écouter une symphonie de Beethoven et des pièces de Mozart, et on nous demandait de dessiner ou d'imaginer ce que ça pouvait être. C'était une rivière, la campagne. Ça, c'est un parcours à l'envers. Chacun a un imaginaire que la musique suscite. Mais je pense qu'il faut comprendre que la musique de film, quand elle est réussie, elle entre en vibration avec l'image. Il y a quelque chose d'indissociable. Et pour ça, vous devez entrer dans l'inconscient du film. Absolument, c'est ça. Pour composer, il faut entrer dans l'écran, il faut devenir un objet du décor, il faut être un mouvement de caméra, il faut être un élément du cadre, il faut être aussi la voix J'ai mis acteurs. longtemps à le comprendre et à l'analyser, à pouvoir l'oraliser. Mais oui, de plus en plus, j'ai envie d'être sur le plateau. J'ai envie d'être dans le film, de tourner derrière les acteurs et les actrices, d'être avec eux, de les regarder d'en haut, d'en bas, de derrière, comme une caméra, d'être vraiment... Et là, parce que la musique donne ça, elle donne cette troisième dimension, cette profondeur de champ, cette ouverture du cadre, ou ce resserrement du cadre. Ça veut dire que pour nous, spectateurs, la musique est aussi une porte d'entrée dans le film. Oui, j'espère. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps à trouver cette ouverture, à trouver le générique de début d'un film. Je me concentre beaucoup là-dessus, pour savoir comment on va entrer. De même que quand je vais à l'opéra, je suis content de rentrer dans un endroit, au concert, dans un lieu où il y a un rituel. Je trouve que c'est important, ce rituel. Peut-être même que vous terminez avec ça. Non ? C'est le point de départ ? Je ne sais pas. Il faut d'abord trouver une couleur musicale, mais ensuite, est-ce que vous apportez plus de soin à la mélodie ou au travail sur les textures, sur les nuances qui vont accompagner le film? Tout ça vient en même temps pour moi. L'orchestration, par exemple, est peut-être même préalable à la recherche d'un motif mélodique ou d'un accord. Quel est le son que j'entends en regardant ce film, et quel est, à mon sens,
les fréquences, les timbres qui vont venir se marier le mieux avec les voix des acteurs, par exemple. La voix de Nicole Kidman n'est pas la même que celle de Marion Cotillard ou de Georges Clooney. Donc je vais réfléchir à ça aussi quand j'entends les passages musicaux. Et puis, certains films n'ont pas besoin de mélodie. La mélodie écraserait le film. Et d'autres l'appellent en hurlant. Et ils ont besoin d'une mélodie comme The Shape of Water, la forme de l'eau, par exemple. Il fallait une mélodie très forte, très reconnaissable. Et très aquatique. Elle était comment, la rencontre avec Guillermo del Toro? C'était une rencontre sur plusieurs années. Mais il m'a présenté son projet de La forme de l'eau il y a maintenant 4 ans, je crois, en mangeant des sushis, ce qui fait bien sourire, pour une histoire de poisson. Et voilà, il m'a raconté cette histoire, et ça laisse quand même un petit peu rêveur. On attend de lire le script et de voir le film. Mais quand j'ai vu le film, j'ai vu que c'était une comédie musicale. En fait, c'est un film musical. J'ai eu une chance incroyable de faire ce film, parce qu'il appelle la musique. Une rencontre avec un film et un metteur en scène, Jacques Audiard, Roman Polanski, Wes Anderson, Stephen Frears, Robert Guédiguian. Les vôtres sont tous un peu fous, brillants, avec des vraies personnalités. C'est pas mal de se dire que vous êtes aussi le dénominateur commun entre eux tous et entre leurs films. Vous allez sur les tournages d'ailleurs, ou vous attendez que le film soit là? J'y vais quand c'est possible. Là, Roman, par exemple, est en tournage. J'espère pouvoir aller lui dire bonjour. Mais je suis parfois enfermé dans un studio quelque part dans le monde et je n'ai pas toujours la possibilité. Mais si je peux, j'y vais. Comme j'aimais toujours être au théâtre quand j'écrivais de musique pour le théâtre, pouvoir aller aux répétitions et respirer comme ça l'ambiance du plateau. Alors comment se passe ce travail à deux, ce partage entre le metteur en scène, le réalisateur et le compositeur? Je propose d'écouter la voix, le temps de laisser à la vôtre se reposer un petit peu, la voix de Nino Rota, évoquant son travail avec Fellini. Federico et moi élaborons généralement les thèmes ensemble. Il me donne souvent des indications très précises et parfois très contradictoires. Il me dit « Trouve un thème amusant qui soit triste, un thème vieillot qui sonne neuf, quelque chose de banal qui soit poignant. » Et nous travaillons toute la journée et finalement rien n'en sort. Alors que Federico s'apprête à partir, je plaque quelques accords supplémentaires au piano. Et Federico se retourne et dit « Voilà, c'est ça. Nous ferons tout le film avec ça. » Mais c'est cette difficulté-là, c'est magnifique. C'est cette difficulté-là qui est le sel de notre métier de compositeur de musique de film, c'est pouvoir, en très peu de temps, essayer de découvrir ce que sera l'écho de ce que l'on voit avec l'image. Et c'est un entraînement aussi. On est entraîné à essayer d'aller chercher le plus loin possible dans nos synapses le secret de cet échange. Fellini avec Rota, Truffaut avec Delerue, Demy avec Legrand, Frangiu avec Jarre, Herrmann avec Hitchcock, Bertolucci avec Morricone, mais aussi Morricone avec Leone et Pasolini, John Williams avec Spielberg ou encore George Lucas. On se demande toujours quel est le secret de ces couples de cinéma et de musique qui tiennent dans la durée. Est-ce que parmi ceux-là, il y en a que vous avez désiré, voire un peu jalousé? Non, jalousé jamais, mais désiré, bien sûr. J'étais un très grand admirateur de John Williams, parce que John Williams ouvrait à tous les auditeurs et à tous les spectateurs la musique du XXe siècle. Et ça, je trouvais ça fantastique, parce que John, il a réussi à mêler dans sa musique le jazz, Stravinsky, Debussy, Ravel, Prokofiev, Massenet, des choses les plus improbables. Il en a fait un objet unique et qui transmet, je pense, aux spectateurs une musique qu'ils n'auraient peut-être jamais écoutée. Alors John Williams, c'est aussi le compositeur des 3 premiers films de la saga Harry Potter, à l'école des sorciers, La chambre des secrets, Le prisonnier d'Azkaban. Il aurait été intéressé par reprendre le 7e et dernier volet de la saga, mais c'est finalement à vous qu'il a été confié, Harry Potter et les reliques de la mort. Ce sera au programme samedi à 17h de ce concerto que vous donnerez pour la jeunesse avec l'Orchestre National de France. Un mot de ce Rescuing Hermione qu'on entend derrière nous. C'était très impressionnant de prendre évidemment le relais de John Williams, mais c'est un challenge
qui est nécessaire, je crois, pour un compositeur de se mettre dans un danger tel, à la fois de prendre le relais d'un grand compositeur qui a créé la série, mais aussi de se retrouver confronté au poids de 2h20 de musique à écrire en très peu de temps, de toutes ces données qui paraissent presque impossibles quand on vient du cinéma français où il y a très peu de musique, des orchestres plus petits, etc. Donc c'était une vraie mise en danger et c'était très excitant. Celui avec qui vous avez formé un couple de cinéma et de musique, c'est quand même aussi Jacques Audiard. Cette collaboration déjà depuis De battre mon cœur s'est arrêté. Ça s'explique comment? Une sensibilité commune, un avantage aussi peut-être à penser cette collaboration sur le temps long. Vous avez réussi ensemble à développer une esthétique commune en profondeur. Vous avez le sentiment aujourd'hui, Alexandre Desplat? Oui, je pense que j'ai synthétisé des influences lors de notre premier film, Regarde les hommes tombés en 94, des influences que l'on partageait, plus ou moins. Jacques vient plutôt de l'univers du rock et de la pop, moi plus du jazz et de la musique classique ou des musiques du monde. Mais on se retrouvait parfois comme ça sur des musiques du monde ou sur John Adams ou des minimalistes américains. Et je crois qu'il a compris assez vite que je pouvais apporter à son cinéma qui est très sec, très tendu, très noir parfois, une espèce de mélancolie, une espèce d'énergie douce, retenue et parfois étrange, avec parfois de la puissance et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de la profondeur de chant. Dans Un prophète, par exemple, il y a une scène dans la prison, on est enfermé dans une prison, mais la musique ne joue pas cet enfermement. Au contraire, elle joue l'ouverture, elle joue l'espace. Donc je pense que ce contrepoint entre ma musique lyrique et son cinéma beaucoup plus sec, beaucoup plus tendu, donne une vibration qui a fait que notre collaboration a fonctionné. Et si on en revient à votre dernière collaboration, là vous avez ensemble mis les pieds dans un genre déjà très travaillé musicalement comme cinématographiquement, avec un travers dans lequel on imagine que vous avez l'un et l'autre pas voulu tomber, celui d'une forme de mimétisme face au grand de ce genre, le western. Comment vous avez travaillé du coup pour les Frères Sisters, ce western de Jacques Audiard, 7e collaboration, je le disais, avec ses chevauchés dans les grands espaces américains, même si les tournages ne se sont pas faits là-bas, avec cette ruée vers l'or, avec cette relation aussi de miroir inversé assez compliqué entre ces deux frères. Vous avez privilégié l'espace ou plutôt cette relation, cette intimité entre ces deux personnages joués par Joaquin Phoenix et John C. Reilly? Ce qui m'attire en priorité, ce sont les personnages. Ce sont les personnages à qui je vais donner encore plus de chair, encore plus de profondeur, je pense. Leur passé, leur futur. Et dans ce film en particulier, si j'étais tombé dans le travers du cliché, de m'occuper des grands espaces, si j'avais pris un orchestre symphonique, j'aurais été perdu. Il m'a fallu du temps pour trouver cette idée d'une musique beaucoup plus étrange, beaucoup plus décalée, entre le film noir et presque le film de science-fiction par moments. On entend dire le violon de Solré, le violon électrique, qui apporte beaucoup d'étrangeté à cette musique. Mais j'ai plus imaginé que ce film était un film de gangster, un film noir, avec deux tueurs qui vont à la poursuite de leur proie. Ça m'a permis d'éviter justement de tomber dans les clichés du western, de l'harmonica ou de l'orchestre symphonique avec des corps tonitruants. Encore ce violon électrique, étrange. C'est bizarre. Non, parce qu'on retrouve plein de choses en fait, les timbales, le piano, les cordes très lyriques et en même temps cette guitare électrique qui vient frotter avec le violon électrique, c'est très... Tous les réalisateurs aujourd'hui, Alexandre Desplat, n'ont pas recours à la musique originale. Vous comprenez ce choix? Je comprends tous les choix, chacun son choix.
Et vous commencez à en avoir fait le tour parfois. Est-ce que vous avez de plus en plus envie d'écrire de la musique ailleurs, de la musique de chambre, de la musique de scène? On vous entendra à Radio France jeudi et samedi avec aussi une symphonie concertante que vous avez composée, cette pièce Airlines. Vous avez envie de prendre des chemins de traverse aujourd'hui? Oui, de plus en plus, mais ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas au cinéma, je continue. Je dis donc que j'ajoute à mes horaires d'écriture de cinéma des pièces dites pour le concert. Donc il y a cette symphonie concertante pour flûte que va interpréter Emmanuel Pahud. Je vais aussi écrire une petite flûte Airlines pour flûte solo. Je viens de terminer avec Solray. Nous avons adapté ensemble un livret. Nous avons écrit un livret d'après une nouvelle de Kawabata qui s'appelle En silence, Silence en anglais, et qui va être créé au Grand Théâtre du Luxembourg, un petit opéra de chambre, et qui sera au Bouffe du Nord aussi, début mars, et que Solray va mettre en scène. Voilà, il y a plein de projets, mais le cinéma reste mon jardin préféré. Et dans tous ces projets, vous recommencez à faire la part belle aussi à cet instrument qui a été le vôtre dès les débuts, la flûte, présente aussi dans vos musiques de films. On l'entendait tout à l'heure. Ou non, on n'a peut-être pas eu la chance d'entendre ce beau solo dans La jeune fille à la perle. On aurait bien aimé le passer. Mais ça passe très vite. Je voulais quand même vous faire entendre la voix de celui que vous allez remplacer le temps de 2 concerts. Emmanuel Krivine qui vous cédera sa baguette. Premier chef français qui a été nommé à cette direction après Jean Martineau il y a 40 ans. C'est lui le boss aujourd'hui de l'ONF que vous retrouvez après avoir enregistré avec l'Orchestre National de France la musique de Valérian de Luc Besson en 2017. Écoutez la mise en garde d'Emmanuel Krivine. Il ne faut pas trop opposer institutionnel à artisanal parce que les institutions maintenant sont tout à fait artisanales, quoi. Il y a une mentalité qui n'a rien à voir avec l'usine ni la caserne. C'est justement ce qui est agréable dans une boîte comme le National, bien qu'elle fasse partie d'une immense baraque où nous sommes. C'est pas du tout caserneux et c'est ça qui est sympathique. C'est vraiment une vraie ambiance. Je pense que c'est important de considérer qu'un orchestre n'a rien à voir ni avec une caserne, ni avec une armée, ni avec une usine. C'est fait pour produire de la musique. D'ailleurs, entre nous, si les casernes et les usines fonctionnaient comme un orchestre, ça serait pas mal. Bon, alors l'ONF, c'est notre institution. Vous y allez sans crainte? Il n'y aura pas de choc des cultures? Non, ça se passe très bien. Ils sont formidables. C'est un orchestre magnifique. J'ai l'habitude d'enregistrer avec le London Symphony ou des orchestres magnifiques aussi à Los Angeles, le Phil. Et c'est un orchestre vraiment de classe internationale, absolument génial. Je suis très très heureux qu'il m'ait accepté au pupitre. Mais je n'ai pas de baguette. Je dirige avec les mains. Bon. À main nue. À main nue. Allez-y, montrez voir. Ça donne quoi? Ça fait comme ça. Merci pour ce mouvement de fin. Merci 1000 fois, Alexandre Desplat. Je veux juste dire que le soir du concert, du 6, il y a une présentation faite par Solray de notre travail, justement, avec les orchestres et avec la musique de film. Et c'est donc à 19h. À voir, à écouter à l'auditorium de Radio France cette semaine, jeudi à partir de 19h et non pas 20h, donc, et samedi à 17h au Grand Auditorium de Radio France avec l'Orchestre National. Merci Alexandre Desplat. Merci à vous.